On va présenter un certain nombre d'éléments qui sont basés sur un panel que McKinsey a constitué dans 16 pays. Dans 16 pays, on a interrogé 150 000 internautes. Et on fait ça depuis plusieurs années. On essaie de comprendre finalement comment les évolutions du consommateur numérique, et c'est finalement un très bon lien avec la discussion qui vient d'avoir lieu, comment les évolutions du consommateur numérique ont un impact sur la façon dont les entreprises travaillent. Alors, juste une page pour vous dire que dans ce panel, on regarde tout, on regarde quels équipements ils utilisent, quelles marques, quels modèles, quels fournisseurs de services, et qu'est-ce qu'ils font en termes d'usage, en termes de temps passé, en termes de dépenses et en termes d'attitude. Bon. Une fois qu'on s'est dit ça, ce panel, finalement, il nous sert essentiellement à essayer de comprendre à quel moment un certain nombre de comportements et d'attitudes qu'on sent confusément quand on est dans le secteur deviennent significatifs et deviennent finalement suffisamment significatifs pour qu'on s'y intéresse en tant qu'entreprise. Alors, on va retrouver quelques éléments qu'on a évoqués ensemble, mais finalement, la grande conclusion de l'analyse qu'on a faite en décembre 2011, donc on est sur des chiffres assez récents, c'est que un certain nombre d'évolutions qu'on sentait dans les dernières années deviennent extrêmement significatives et qu'elles influencent assez lourdement potentiellement les entreprises dans leur stratégie et dans leur pratique. On a parlé du zéro PC tout à l'heure, mais en fait, ce qu'on voit à la fois dans les ventes et dans les usages, c'est que tout ce qui est tactile, mobile, smartphone, etc., éclipse complètement le PC. On va le voir en détail. Le deuxième point, on a vu l'évolution extrêmement forte du e-commerce dans les dernières années. On a, nous, l'impression qu'il y a un deuxième Big Bang du e-commerce. C'est-à-dire qu'on sort de l'impact du e-commerce dans simplement les catégories de produits liées au web et aux nouvelles technologies, mais qu'on touche de plus en plus de catégories, et de plus en plus de catégories contre-intuitives, et on le verra tout à l'heure en détail. Le troisième point, c'est que le segment des acheteurs online, et là le mot qui est important, c'est acheteurs. On ne parle pas seulement des gens qui sont connectés, mais des gens qui achètent online, est de plus en plus attractif. Donc on n'est plus dans un segment qui est un petit peu low cost, on est dans un segment qui est assez sophistiqué et qui devient extrêmement massif, donc intéressant pour un certain nombre d'entreprises. Quatrième point, du coup, et assez lié avec le troisième, la compréhension fine de la segmentation et de la micro-segmentation des internautes, c'est un facteur clé de succès, c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises, et on va voir comment. Et enfin, le cinquième point qu'on va détailler dans 2 minutes, c'est que les réseaux sociaux, les communautés en ligne deviennent vraiment le système nerveux des entreprises. C'est un peu, et on le voit de plus en plus, la porte d'entrée pour les entreprises, pour parler à leurs clients, pour interagir avec eux, pour faire aussi bien finalement de la prescription que de la relation client. Donc rentrons peut-être dans chacun de ces points. Alors, sur le premier point, ce qu'on voit là, qui est en fait non pas le pourcentage d'utilisateurs de smartphones, mais le pourcentage d'internautes en Europe, c'est que les internautes européens, en fait, sont 1 sur 2 à considérer que l'outil qui est utilisé uniquement par mois, c'est le smartphone. Et surtout, c'est 2 fois plus important que le PC. Donc on imagine ce qui va se passer quand la 4G sera partout et que finalement le débit qu'on aura en mobilité sera très proche de celui qu'on a en fixe. Premier point. Deuxième point, quand on zoome sur les smartphones et qu'on demande aux gens quel est l'outil qu'ils préfèrent dans différents cas et dans différents usages. On voit que la proportion des gens qui préfèrent le téléphone au PC pour l'email, pour des usages aussi simples finalement que l'email ou le surf, est en explosion, et aujourd'hui c'est à peu près 16% en Europe. Et quand on zoome sur les moins de 25 ans, finalement, le temps passé à rédiger des emails des moins de 25 ans, c'est 1/3 du temps sur des tablettes ou sur le téléphone. Donc on voit un shift, un changement des usages vers les smartphones et vers les tablettes. Évidemment, le fait majeur quand on zoome sur les tablettes, c'est que la pénétration de ces tablettes est en explosion un petit peu partout. On est là encore dans des choses qui commencent à devenir assez significatives, entre 11 et 20% en fonction des pays. Donc on est des internautes. Donc on est dans quelque chose, là encore, qui est en train de se passer en termes de mobilité et de terminaux. Et puis quand on regarde comment ces outils et comment les tablettes sont utilisées, c'est indoor que ça se passe. C'est en Wi-Fi essentiellement, la 3G, alors c'est peut-être une question de débit, mais pour l'instant, sont encore des outils qui sont utilisés pas mal indoor et qui, dans ces usages-là, phagocytent, cannibalisent énormément l'usage sur PC. En plus, petite chose intéressante à savoir, les gens qui sont propriétaires de tablettes, ce sont plutôt des gens qui sont de gros consommateurs
de digital media et qui dépensent bien plus en ligne sur tous ces médias digitaux que la moyenne des internautes qui ne sont pas propriétaires de tablettes. Donc évidemment, une cible intéressante, un petit peu plus attractive au niveau monétaire. Alors, du coup, ce qu'on en tire en 2 mots, c'est assez simple, mais en même temps, ce qui est important, c'est que ça devient un must, ça devient quelque chose d'incontournable. Avoir une stratégie mobile dédiée, avoir une stratégie sur smartphone et tablette pour les entreprises, ça devient une nécessité. Donc on n'est plus aujourd'hui dans le questionnement de est-ce qu'il faut en avoir une ou pas, ça devient un must, une nécessité. Le deuxième point, c'est que la migration du PC vers les smartphones tablettes en termes d'usage rend possible de nouveaux modèles économiques, bien entendu, mais aussi une révolution potentielle de l'organisation des entreprises. Et vous êtes nombreux à vous équiper, par exemple, de plus en plus des tablettes pour vos forces de vente. Ça, c'est quelque chose qui va se généraliser, mais on prévoit globalement que ça va se généraliser au-delà de ce type d'usage dans l'organisation des entreprises. Si on passe juste un exemple au passage d'usage, je pense que vous connaissez cet exemple, mais regardez ce que Tesco fait en Corée en application smartphone. Ils ont en fait habillé les stations de métro du métro coréen en mettant leurs produits avec des codes barres, et les Coréens font avec une application très simple leurs courses en attendant le métro. Donc ça, c'est juste un exemple d'applications qui vont potentiellement révolutionner la façon dont on travaille et dont on interagit avec ses clients et ses prospects lorsqu'on est une entreprise. Le deuxième point, c'est le e-commerce. Deuxième Big Bang, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Regardez simplement ce graphique un peu compliqué qui compare la recherche en ligne et les achats en ligne. Ce que vous voyez à droite, ce sont les catégories de produits que vous connaissez et qui sont passées, on va le dire, depuis un certain temps dans une dialectique assez liée entre recherche et achat en ligne. On est dans, globalement, pour le matériel informatique, 90% des gens, globalement, font de la recherche en ligne, et ils sont à peu près 1 sur 2 en Europe maintenant à acheter en ligne, soit de manière anecdotique, soit de manière continue. Quand on regarde les nouvelles catégories qui sont aujourd'hui touchées par à la fois la recherche en ligne et le e-commerce, on est assez étonné. Des catégories aussi finalement contre-intuitives que les meubles, l'hygiène beauté, les vêtements, les chaussures, la décoration d'intérieur et les fournitures de bureau sont en train de basculer progressivement. On est déjà en Europe sur les chaussures à 20% de recherche en ligne à peu près, et quelque chose de relativement équivalent en achat. Alors là, il y a l'achat à la fois occasionnel et continu, donc c'est un chiffre qui est un peu boosté, mais en achat en ligne. Donc, basculement, deuxième Big Bang du e-commerce, et basculement d'un certain nombre de catégories de produits vers le canal online. Et puis, quand on regarde la recherche en ligne, on parlait de mobilité tout à l'heure, finalement, la recherche en ligne ne cesse d'augmenter pour toutes les catégories de produits, mais au-delà de ça, la recherche en ligne sur le mobile est en forte augmentation en Europe. Elle a quasiment doublé dans les 2 dernières années en moyenne européenne, même si la France est un petit peu en dessous de ça pour le moment. Du coup, l'optimisation du canal de vente en ligne, alors beaucoup d'entre vous ont une stratégie e-commerce, globalement, l'optimisation du canal de vente comme un canal central dans la distribution des produits est une nécessité, et puis ce qu'il ne faut pas rater, c'est la nouvelle frontière du mobile dans la recherche et potentiellement dans la vente de la plupart des catégories de produits. Alors, troisième point, les acheteurs online. Donc parlons des acheteurs, donc pas seulement des gens qui sont connectés. Finalement, ce qu'on voit, c'est que d'abord, ces acheteurs online ont tendance à rejoindre la moyenne de la population, c'est-à-dire qu'ils deviennent un petit peu plus vieux qu'auparavant. Et deuxième point, quand on compare sur les internautes les acheteurs offline des acheteurs online, les acheteurs online sont plutôt une cible qui est plus riche, donc qui ont des revenus plus élevés. Donc on est dans une cible qui d'abord devient massive, mais aussi qui est de plus en plus intéressante financièrement. Et puis quand on regarde leur comportement, ça a marché, voilà. Quand on regarde leur comportement en service data, sont aussi des gens qui sont plus sophistiqués. Là encore, quand on regarde les acheteurs online par rapport aux acheteurs offline, on parle d'une population 100% connectée, ce sont des gens qui consomment plus de services de données globalement et 65% plus que les acheteurs offline. Et qui en plus sont évidemment, et ça c'est assez logique, beaucoup plus intéressés par les usages émergents, que ce soit le cloud, la réalité augmentée, des consultations de médecins online, etc., etc. Donc on est dans une population de gens qui est intéressante à cibler, intéressante à travailler, sophistiquée, et qui, on le verra tout à l'heure, a vraiment un intérêt à être ciblé par ce nouveau canal. Donc,
En synthèse, les clients online ne sont plus un segment d'entrée de gamme, mais au contraire, un segment attractif, sophistiqué, complexe, qu'il faudra probablement resegmenter, c'est le prochain point. Et puis, globalement, pour un certain nombre d'entreprises qui considéraient le canal online comme un canal low cost, avec des offres relativement basiques et souvent en prix légèrement inférieur ou significativement inférieur à ce qu'elles étaient en train de promouvoir offline, là on est dans un canal qui devient de plus en plus polyvalent et qui nécessite des offres diversifiées. Du coup, la compréhension fine de cette micro-segmentation des internautes s'impose comme un facteur clé de succès. Alors là, on a mis juste une segmentation, c'est un peu illisible, mais on a essayé de segmenter les internautes européens en fonction de, finalement, leur consommation à la fois de digital media et d'outils de communication digitale. Par rapport à la moyenne des répondants. On voit des segments assez différents. On voit des gens, par exemple, qui sont à peu près 16%, 2 à 3 fois plus susceptibles d'être les premiers à s'équiper en nouvelles technologies. On voit des gens qui passent 2 fois plus de temps que la moyenne sur les réseaux sociaux. On voit des gens, 21% des internautes européens, qui passent 4 fois plus de temps à consommer des vidéos en ligne, etc. etc. Donc, on voit aussi 9% des gens qui font 45% de plus d'emails que les autres. Donc la compréhension, c'est juste un exemple de segmentation, mais la compréhension de cette segmentation, finalement, on voit bien à quel point ça peut être riche et intéressant. Et puis quand on resegmente cette population-là d'une autre manière, là ce qu'on a mis en abscisse, c'est finalement le pouvoir d'achat. Et ce qu'on a mis en ordonnée, c'est l'acceptation, finalement, le côté un petit peu relax vis-à-vis de la publicité ciblée sur Internet. On voit deux choses. Alors, en bleu clair ou en turquoise, vous avez finalement, à droite en haut, une dizaine de pourcents de gens qui sont assez à l'aise financièrement et qui n'ont aucun problème avec la publicité en ligne. Donc c'est des gens, et quand on creuse un petit peu, non seulement ils n'ont aucun problème, mais en plus, ils veulent être ciblés, mais ceux qui veulent comme ciblage, en fait, ils veulent de la publicité targetée qui sert leurs intérêts. En gros, ils considèrent que le targeting, que le ciblage, c'est un service. C'est ce qu'on retrouve dans notre population en bleu foncé d'acheteurs en ligne de tout à l'heure. Il y en a à peu près un tiers qui sont d'accord pour communiquer des informations en échange de bons de réduction, et il y en a 28% qui souhaitent que les publicités télévisées soient adaptées à leur centre d'intérêt. Vous imaginez l'impact de ce type de tendance sur la façon de faire le marketing dans les entreprises de grande consommation. Je vous montre juste un exemple de quelques entreprises que vous connaissez qui ont mis finalement la connaissance client, en particulier la connaissance client sur le web, au centre de leurs préoccupations. Leur croissance, Amazon, O2, Tesco, etc., croissance annuelle moyenne de leur EBITDA dans les 10 dernières années, elle est extrêmement significative par rapport à la moyenne de leurs principaux concurrents. On peut discuter si c'est le seul facteur, mais c'est en tout cas certainement cette connaissance client extrêmement fine, un facteur de compétitivité très important. Du coup, et c'est un des éléments qu'évoquait Thierry Breton tout à l'heure, pour nous, les gagnants de demain dans tous les business, dans tous les secteurs, seront ceux qui maîtriseront la connaissance client et le big data. Et ça pose évidemment tout un tas de questions sur l'organisation externe et interne des entreprises. Ça leur permettra sans doute d'adresser dynamiquement tous les segments d'internautes au fur et à mesure. Bon, Amazon, vous connaissez. Juste 2 mots pour dire que eux, ils ont une trentaine de PhD en statistiques qui passent leur vie à tester sur un petit nombre d'internautes leur homepage. Donc toutes les minutes, ils changent la homepage et ils considèrent sur un élément de la homepage, ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment les internautes sont en train de réagir. Et c'est ça qui finalement fait une partie de leur performance aujourd'hui. Quand on parle avec des gens du e-commerce très leaders en France, ils sont en train seulement maintenant de mettre en place ce type de mécanique. Donc, juste pour se dire qu'on est vraiment dans une compétition effrénée sur ces éléments-là. 5e point dont on a aussi un petit peu parlé, les réseaux sociaux, les communautés en ligne deviennent le système nerveux de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, le système nerveux? Ça veut dire essentiellement que dans le lien vers l'extérieur, aussi bien en termes de marketing qu'en termes de e-care ou de relations clients, ou dans la transmission d'infos au sein de l'entreprise, au travers des réseaux sociaux internes dont parlait Thierry Breton tout à l'heure, ou au travers d'un fonctionnement plus communautaire sur un certain nombre d'applications de l'entreprise, on est en train de voir quelque chose
de significatif, et finalement une seconde révolution qui est en train de bouleverser la façon dont on travaille et dont on devrait travailler demain à l'intérieur et à l'extérieur des entreprises. Regardez peut-être juste ce qui est en train de se passer d'abord sur le temps d'utilisation quotidien d'un certain nombre de services Internet fixe et mobile sur les internautes européens. Ce qu'on voit de manière majeure, outre le fait que la consommation se déplace du fixe vers le mobile, globalement, c'est que la consultation de réseaux sociaux sur le mobile est en croissance énorme dans les 2 dernières années. Et puis quand on zoome sur les réseaux sociaux et qu'on demande aux gens, mais finalement, Facebook ou les réseaux sociaux ou Twitter, mais ça a pris sur quel type d'usage que vous faisiez dans les dernières années. Ils disent, ça prend évidemment sur le fixe, mais ça prend sur les visioconférences, ça prend sur les messageries instantanées, ça prend sur les SMS, ça prend sur mes conversations en voix sur mon portable, et ça prend sur l'email. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réseaux sociaux sont en train de cannibaliser tous les autres modes de consommation. Et ça aussi, ça impacte finalement la façon dont on travaille et dont on interagit. Et puis, si on continue sous cet angle-là, on se dit, mais pour les entreprises, bon, c'est peut-être un comportement complètement B2C, pour les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez dès aujourd'hui combien il y a de gens qui suivent une enseigne de distribution ou de commerce, une marque, sur Facebook. Il y en a à peu près 20% aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est un tiers des gens. J'avais une conversation avec un de mes collègues la semaine dernière en lui disant « mais je ne comprends pas, que font tous ces gens à suivre des marques et des enseignes sur Internet ?» Et il m'a dit bah, « moi, je suis connecté sur Facebook avec l'ensemble des marques et de mes enseignes. Je reçois des promos, je reçois du couponing, etc. etc. Et c'est devenu un mode de vie. » Autre élément qui est en train de bouleverser, donc on voit bien que cet élément, ça bouleverse la façon dont on fait du marketing aussi. Regardez peut-être sur cette page-là le buzz qu'il y a eu autour de quelque chose que vous connaissez, qui est le lancement de Free Mobile. On sait bien que Free Mobile a très très bien utilisé le web dans la façon dont ils ont communiqué. Mais la courbe rouge qui correspond au buzz qu'il y a eu sur eux avant et après leur lancement, vous voyez qu'avant le lancement, ils ont fait un buzz significatif et supérieur aux autres opérateurs. Pendant les quelques jours du lancement, ils ont un buzz qui est supérieur de 33 fois à la perte de AAA par la France ou à la Coupe du Monde de rugby. Donc ils ont explosé les compteurs et ils continuent après à avoir un buzz qui est significatif à tout le reste de l'industrie, qui est significativement supérieur à tout le reste de l'industrie. Donc on est finalement dans une utilisation du média web qui est ultra efficace. Ce serait intéressant de convertir finalement ce buzz en prix payé sur les médias traditionnels, mais je pense qu'ils ont réalisé une économie conséquente. Et en résumé, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'aussi bien par les réseaux sociaux que par l'utilisation du digital marketing, on est vraiment dans la modification de la façon dont on fait du marketing pour les entreprises. Ça, c'est juste pour parler d'un exemple. Old Spice, c'est une marque d'hygiène et de déodorant pour hommes de Procter & Gamble. Ils ont fait une campagne virale en ligne, uniquement en ligne. Et pendant 6 mois, ils ont augmenté leurs ventes de 27%. Voilà. Et sur les 3 derniers mois, de 55%. Autre exemple rigolo, sur le e-care dont on parlait tout à l'heure, Best Buy aux États-Unis, ils ont créé une Twitter Help Force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs employés, ils ont 3000 employés qui sont connectés là-dessus, se connectent avec leurs clients, en tout cas peuvent être consultés par les clients pour répondre à une question technique. Ils ont en moyenne par mois une trentaine de milliers de demandes par les clients sur ce type de mécanique-là. Donc voilà, c'est en train de modifier un certain nombre de comportements. Du coup, qu'est-ce qu'on peut se dire en synthèse? L'optimisation de la présence des entreprises sur les réseaux sociaux, c'est pas seulement quelque chose de sympathique, de high-tech, de hype, mais c'est une obligation. Et finalement, l'utilisation des réseaux sociaux à la fois comme outil de marketing, comme outil de relation client, c'est une obligation. L'efficacité des campagnes de marketing, globalement, on voit bien que le digital marketing et le digital advertising est en train de modifier le ROI
d'un certain nombre de campagnes marketing. Et on discutera peut-être de ça tout à l'heure, mais globalement, un certain nombre de directeurs marketing de grandes entreprises se retrouvent finalement, à cause de l'innovation technologique permanente qu'il y a autour des outils de marketing online, assez démunis. Mais en revanche, ils comprennent bien qu'il y a quelque chose d'extrêmement important et surtout un moyen à la fois d'optimiser l'impact et de baisser les coûts. Et puis, avec tout ça, plein d'outils, plein d'innovations, la cohérence entre les différentes plateformes, ça devient un must. Et ce n'est pas une mince affaire dans cet écosystème en innovation permanente. Eric Hazan, merci beaucoup. Venez me rejoindre. Je pense qu'il y a beaucoup de clés qui ont été données. J'ai 2-3 petites questions à vous poser. On a vu effectivement, vous nous avez détaillé 5 grandes tendances. Je crois qu'il y en a plus d'ailleurs dans l'étude, mais il fallait bien y aller. Est-ce qu'on peut parler de tendances conjoncturelles liées à l'ultra rapidité du développement des technologies et des réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut parler de quelque chose de conjoncturel, autrement dit, je me mets dans la peau d'un entrepreneur pour faire très simple, vous savez, j'aime les choses très basiques. Je viens de voir que le consommateur change beaucoup, que sa manière d'être et d'utiliser, on va dire, les différents supports est bien différente que celle qu'on a connue il y a encore quelques années. Le temps que je m'adapte pour pouvoir répondre à cette demande, est-ce que ça n'a pas encore changé derrière? Voilà. Donc, ça doit marcher. D'accord. Donc, en fait, la réponse, pour faire simple, c'est que c'est un changement structurel, mais que le changement va continuer à être perpétuel. Donc l'accélération de l'innovation technologique, ça ne va pas s'arrêter. Je pense qu'on en est tous conscients ici. Finalement, quand on compare l'élévation du niveau de vie dans les pays développés, parce qu'on a fait l'an dernier, vous l'avez peut-être vu passer, une étude sur l'impact de l'Internet sur les économies développées, et on a essayé de comparer l'impact de l'Internet et des nouvelles technologies sur l'élévation du niveau de vie par rapport à d'autres révolutions industrielles. Finalement, en 15 ans, ce qu'a fait l'Internet, c'est équivalent à ce qu'a fait l'électricité en 50 ans. Donc ça va très vite, ça ne va pas s'arrêter. Et la question, en fait, pour les entreprises, c'est plutôt comment on inscrit dans l'organisation de l'entreprise la capacité à s'adapter de manière permanente à ces changements. Ouais, c'est là la remise en cause et c'est là aussi être en observation permanente sur un monde qui bouge. C'est d'ailleurs le but aussi de l'IT for Business Forum chaque année. Il y a un point que je trouvais intéressant, vous avez parlé d'ultra-segmentation des internautes aux profils extrêmement différents les uns des autres. Comment une entreprise peut-elle être efficace dans son discours? Doit-elle avoir plusieurs discours, un seul? Et en même temps, j'ai presque envie de vous demander, est-ce que ces différents portraits sont si différents que ça finalement? Je me mets toujours dans la peau de quelqu'un qui découvre votre étude aujourd'hui. Je pense que ce qu'on pourrait se dire, c'est mais tiens, mais ça ressemble au discours sur le one-to-one qu'on voyait il y a 20 ans, et qu'est-ce qui est différent? Enfin, c'est juste qu'on est passé online. Oui. Il y a 2-3 choses qui nous paraissent encore plus pointues et intéressantes autour de ça. D'abord, évidemment, on peut faire de plus en plus de one-to-one, mais le point clé, c'est qu'on a de plus en plus d'informations sur ses clients. Cette information, dans bien des cas, elle n'est pas utilisée. Finalement, quand on regarde les entreprises de 3-4 000 personnes aux États-Unis, elles ont autant d'informations sur leurs clients que la bibliothèque du Congrès en volume. Donc, qu'est-ce qu'elles en font? Alors, il y en a un certain nombre qui en font quelque chose, mais il y en a énormément qui n'en font rien. Donc, finalement, ce qu'on est en train de se dire, c'est que la connaissance client, à un point qui est beaucoup plus pointu qu'auparavant, ça devient un facteur clé de succès, ça devient un facteur de compétitivité pour les entreprises. La clé est là, on a évoqué à plusieurs reprises ici même la question des data. Big data, ça excite tout le monde, j'aime qu'on utilise ce terme. On a même parlé de donner le nouvel or bleu. Elle est là la clé, optimiser et savoir gérer ces données-là. C'est vrai que préparer, analyser, rendre prête à l'utilisation pour les services marketing, commerciaux, toute cette donnée, ça va devenir un gros enjeu. D'ailleurs, si vous regardez les startups qui se créent dans l'Internet aujourd'hui, il y en a énormément qui se créent autour de ce sujet-là, autour de la capacité à analyser ce qu'on appelle les web analytics au sens large du terme, à analyser ces données. Donc on est vraiment dans ce que vous appelez l'or bleu, en tout cas vers une ruée vers l'or et une explosion du nombre de startups. Malgré tout, il y a une petite question sur les compétences.
Et il y a probablement une difficulté autour de ça, parce qu'on a analysé le nombre de, je crois que ce que vous appelez les data analystes. Oui, ça s'est affiché également à l'écran. Oui, c'est le terme qu'on a trouvé le plus juste possible, on va dire. Peut-être on verra que le nom va changer après, mais bon, les data analystes. Donc on a essayé de comprendre si en fait il y en avait suffisamment qui étaient produits par les systèmes éducatifs des pays développés. On a regardé ça aux États-Unis, et quand on projette ça en 2018, en fait il va manquer entre 150 000 et 200 000 data analystes aux États-Unis. Donc ça c'est les États-Unis. Quand on projette sur l'Europe, ben c'est encore plus compliqué. Donc produire des compétences autour de ça, c'est ça qui nous fait gagner cette bataille concurrentielle à moyen terme. On s'intéresse sans se projeter dans les 10 ans à venir, mais dans les 3-4 ans, ce data analyst, c'est quoi, le directeur marketing de demain? Ce qui veut dire que le marketing va connaître une profonde mutation, pour ne pas parler de révolution. Oui, en fait, ce que nous on dit aujourd'hui, c'est que le digital marketing n'existe plus. En fait, c'est le marketing. Et que donc le canal digital est devenu complètement central. Ça, c'est un premier point. Et donc, est-ce que c'est le directeur marketing de demain? Je ne sais pas. Enfin, vous voyez, il y a des degrés de maturité très différents. Le luxe, aujourd'hui, c'est en moyenne moins de 5% des budgets publicitaires qui sont investis dans le digital. Et on a des gens dans les télécoms ou dans l'automobile qui font entre 30 et 50%. Donc, il y a des degrés assez différents. Mais ce que vous dites me fait penser à une conversation que j'avais avec un des fondateurs d'une des boîtes internet importantes en France il y a quelques années. Et lui me disait, moi il était CEO dans le brick and mortar avant, et il disait, moi mon métier a complètement changé. Avant, j'étais quelqu'un qui poussait des équipes, qui les dirigeait, qui était, comme on dit en anglais, aspirationnel, motivant, etc. Je le suis resté, mais finalement aujourd'hui, la moitié de mon temps se passe à essayer de comprendre de manière fine, de manière analytique, les différents sous-segments de clientèle que j'ai. En tout cas, vous avez beaucoup de félicitations pour votre étude. Et même quelqu'un qui me dit c'est très consumer, mais vous avez fait la même chose sur le B2B. Voilà, ou vous allez peut-être le faire, j'en sais rien. Ravi d'en discuter, mais on a quelques éléments sur le B2B qu'on pourra partager. En tout cas, on vous fera partager également toutes les réactions. Peut-être le petit mot de conclusion. Écoutez, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais finalement pour nous, l'impact de l'Internet et du digital sur l'économie, on l'a analysé précédemment, c'est pour 75% dans des entreprises traditionnelles. Donc c'est plus un secteur de pure player, c'est une innovation qui pénètre l'ensemble de l'économie, et c'est ça, quel que soit le secteur, qui va faire notre compétitivité demain. Merci beaucoup Eric Azon, on peut l'applaudir.